Bien, bonjour à tous. Donc très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée à l'ALR anesthésique de l'épaule. Alors comme vous le voyez, je suis pas Luc. Luc était indisponible pour cette web TV, donc c'est moi qui le remplace. J'espère être à la hauteur. Et s'il nous regarde, je le salue bien chaleureusement. Alors le programme de cette émission va être assez dense. Je vais aussi commencer par remercier notre soutien indéfectible, qui est Bibrone, les laboratoires Bibrone, qui nous soutiennent depuis tant d'années pour la réalisation de ces web TV. Donc, concernant le programme, eh bien, on va commencer par l'innervation de l'épaule avec Davy Wynn. Il connaît bien l'anatomie de l'épaule, il l'a bien bossé, bien travaillé. Ensuite, on verra un petit film de technique sur le bloc interscadénique que Thierry Garnier a réalisé amoureusement. Il a passé des heures et des heures dessus. J'espère que ça vous plaira. On enchaînera ensuite avec une live démonstration qui sera réalisée par Thierry Garnier et animée également par Nabil Zanoun. On verra comment on fait donc un bloc interscalénique, comment on se repère. On enchaînera avec est-ce que c'est possible de faire une anesthésie loco-régionale de l'épaule à visée anesthésique, éviter une anesthésie générale avec Thomas Giral. Voilà, un sujet extrêmement intéressant. On enchaînera avec le docteur Kilink, qui est un chirurgien de chez nous, chirurgien du membre supérieur, qui viendra nous parler des impératifs anesthésiques de la chirurgie. Qu'est-ce que lui il a besoin pour bien opérer, quelles sont les choses qui vont l'intéresser et qui vont éventuellement le gêner. Donc il va nous expliquer tout ça. Et puis on terminera avec Clara Timsit de la JAR pour les fameuses 5 minutes de la JAR qui sont voilà, un classique également de l'émission. Voilà, je vais laisser la parole à Davy et puis merci d'être présent avec nous. Donc bonjour à tous. Je suis très heureux pour ce sujet sur l'innervation de l'épaule. Tout d'abord, sur ma première diapo, nous allons rappeler des choses assez anciennes, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est cette fameuse loi de John Hilton, une loi qui date de 1863, donc on a plus de 150 ans. Cette loi stipule que les troncs nerveux qui assurent l'innervation musculaire d'une articulation délivrent également les branches articulaires sensitives. Alors, est-ce que cette loi de Hilton peut s'appliquer à l'articulation gléno-humérale? Vous avez une revue de la littérature qui a été faite en 2014. Globalement, oui. Tous les muscles qui interviennent dans la mobilité de l'épaule ont une innervation commune qui est C5, C6. Alors, on va détailler essentiellement 4 nerfs. Le nerf suprascapulaire, ce nerf qui naît du tronc primaire supérieur, le nerf pectoral latéral qui naît du faisceau latéral, et 2 autres troncs nerveux qui naissent du faisceau postérieur, le nerf axillaire et les nerfs sous-scapulaires supérieurs et inférieurs. Olivier me dit qu'on a une flèche, voilà. Le premier nerf le plus important pour l'anesthésie de l'épaule, c'est le nerf suprascapulaire. Comme je vous l'ai dit, il naît du tronc primaire supérieur, il reçoit des contributions C5, C6, plus ou moins C4. Le nerf suprascapulaire, avant de pénétrer dans la fosse sous-épineuse, va délivrer 2 branches sensitives, les branches qu'on appelle les branches sous-acromiales latérales et médiales, que l'on voit ici. Ces branches sensitives vont permettre d'innerver les structures ligamentaires au niveau de l'apophyse coracoïde, la bourse sous-acromiale et surtout la jonction acromio-claviculaire. Ce nerf suprascapulaire va pénétrer dans la fosse sous-épineuse à travers l'incisure suprascapulaire, donner 2 branches, une branche médiale qui va être motrice pour le nerf suprascapulaire et une branche sensitive pour l'articulation gléno-humérale. Dans un second temps, ce nerf suprascapulaire va contourner l'épine de la scapula, longer l'incisure spinoglénoïde et encore une fois donner 2 branches, une branche motrice pour le nerf sous-épineux et une branche sensitive pour, encore une fois, la capsule gléno-humérale. Le deuxième nerf important, c'est le nerf axillaire. Ce nerf axillaire, il est issu, comme les autres, des racines C5, C6. Il provient du faisceau postérieur. Il va donner 2 branches de division, une branche antérieure et une branche postérieure. La branche antérieure va cheminer à la face profonde du muscle deltoïde, contourner le col chirurgical et donner une innervation motrice pour le muscle deltoïde,
mais également une innervation sensitive pour la capsule articulaire gléno-humérale. La branche postérieure est également sensitivomotrice. Elle va donner une innervation pour le muscle teres minor, encore appelé petit rond, et participe également à une innervation du muscle deltoïde. Ce qui va essentiellement nous intéresser, c'est sa branche terminale, qui est une branche sensitive, qu'on appelle la branche cutanée supérolatérale du bras, et qui va assurer l'innervation du moyen de l'épaule. Le troisième nerf, c'est le nerf pectoral latéral. On le connaît via les pex blocs. Il naît des faisceaux latéraux. Il a des contributions C5, C6 et probablement un petit peu de C7. Ce nerf pectoral latéral va traverser le fascia clavipectoral, donner une branche articulaire dans 2 cas sur 3 et participer à l'innervation, comme pour le suprascapulaire, à l'articulation acromioclaviculaire, au ligament coracoïdien, mais également à la bourseuse acromiale et à la clavicule. Sa contribution dans l'innervation de la capsule gléno-humérale est inconstante et pas forcément bien décrite. Le quatrième nerf qui est extrêmement discuté, c'est les nerfs sous-scapulaires. Ils sont au nombre de 2, ils sont supérieurs et inférieurs. Ils naissent également du faisceau postérieur dans la majorité des cas. Parfois, ils naissent au niveau du nerf axillaire. Ils ont une innervation motrice pour les muscles sous-scapulaires et pour le muscle grand rond. Leur innervation, encore une fois, leur participation à l'innervation de la capsule articulaire est inconstante. Éventuellement, elle participerait à l'innervation de la face antérieure de la capsule gléno-humérale, mais ce serait essentiellement la branche supérieure. Sur cette diapositive, vous avez, sur le schéma de gauche, une vue de l'épaule en vue postérieure. On remarque que c'est le nerf suprascapulaire qui assure l'innervation profonde au niveau de la jonction gléno-humérale, en tout cas la plus grande partie. Il assure également la sensibilité au niveau de la jonction acromioclaviculaire. Il existe une participation du nerf axillaire pour la moitié inférieure. Sur la deuxième image, celle du milieu, vous avez cette fois-ci une vue antérieure. Les rapports sont inversés. Cette fois-ci, c'est le nerf axillaire qui supporte une grande partie de cette innervation antérieure. Le nerf sous-scapulaire participe probablement également sur cette face antérieure. Et enfin, le nerf pectoral latéral assume l'innervation de la jonction acromioclaviculaire. Sur l'image de droite, vous avez exactement la même chose. C'est une vue de la scapula vue de profil, avec, on le voit très bien, une prédominance du nerf axillaire sur toute la moitié inférieure. Le nerf suprascapulaire assure l'innervation du quadrant postéro-supérieur, tandis que le nerf sous-scapulaire, lui, a en charge le quadrant antéro-supérieur. Encore une fois, comme très souvent dans l'épaule, il existe plusieurs innervations. En ce qui concerne la jonction acromioclaviculaire, la prise en charge est à la fois faite par le nerf suprascapulaire, mais également par le nerf pectoral latéral. On va s'intéresser maintenant à l'innervation superficielle en 3 points. La première, c'est le nerf supraclaviculaire qui est issu du plexus cervical superficiel. Je vous renvoie, si vous êtes acharné pour les détails, sur une vidéo faite par Olivier Maupin. La deuxième partie concernera le nerf axillaire via sa branche cutanée supérolatérale du bras. Et enfin, on s'interrogera sur le rôle de C8. Donc, le nerf supraclaviculaire est issu du plexus cervical. Le plexus cervical reçoit des contributions de C2, C3, C4 et C5, donne naissance à 4 branches sensitives superficielles, le grand auriculaire, le petit occipital, le cervical transverse, et pour ce qui nous intéresse, le nerf supraclaviculaire, qui va rapidement donner 3 rameaux, un rameau antérieur, un rameau intermédiaire et un rameau postérieur. Ces rameaux émergent au niveau du bord postérieur du muscle sternocleidomastoïdien et vont assurer l'innervation cutanée en forme d'épaulette. Le deuxième nerf, c'est le nerf axillaire, via sa branche cutanée. Elle est donc issue des racines C5, C6. Elle est essentiellement liée à la branche postérieure du nerf axillaire. Elle émerge sur le bord postérieur du muscle deltoïde et va assurer toute l'innervation sensitive en regard du muscle deltoïde. Et on remarque sur cette coupe qu'il existe véritablement un chevauchement entre les territoires du nerf supraclaviculaire et du nerf axillaire. Enfin, le rôle de C7-C8, je vous ai ressorti un travail assez ancien de 1948 qui est repris par tous les anatomistes et qui correspond en fait au dermatome. Je vous ai matérialisé par une croix rouge l'orifice d'insertion du trocar postérieur pour la chirurgie de l'épaule sous arthroscopie et on voit qu'elle tombe sur les dermatomes C7, C8. Alors comment peut-on l'expliquer? Tout simplement parce que la face
dorsale du tronc reçoit une innervation, comme vous le voyez ici, des branches cutanées postérieures qui sont issues du rameau dorsal des nerfs spinaux. Ces rameaux cutanés postérieurs peuvent se ramifier, on le voit ici au niveau de C7, C8, jusqu'au niveau de l'épine de l'omoplate. Donc en conclusion, l'articulation de l'épaule respecte la loi de Hilton avec C5, C6, C7. Les racines C3, C4 participent à l'innervation superficielle via la branche supraclaviculaire du plexus cervical. C5, C6, C7, on l'a vu, sont concernés pour l'innervation profonde mais également superficielle. Le rôle de C8, pour l'instant, il est pas forcément bien établi. Vous avez sur le site du Clinical Trial une étude en cours sur le bénéfice du blocage de C8 pour la chirurgie de l'épaule sous bloc interscalinique pur. Donc, pour avoir une anesthésie, pour avoir une chirurgie de l'épaule sous anesthésie seule, du fait de nombreuses zones de recouvrement, que ce soit pour une innervation superficielle mais également pour une innervation profonde, vous avez besoin d'associer tous ces blocs. Bien, merci, merci Davy. Extrêmement intéressant. Alors moi alors déjà je voulais vous dire que vous pouvez poser vos questions là actuellement sur le chat. N'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre. Moi j'avais plusieurs questions, donc on s'est beaucoup intéressé pour l'analgésie de l'épaule au nerf axillaire et au nerf supra-scapulaire. Ouais. Et on se rend compte que si là on veut une anesthésie de l'épaule, il va falloir être beaucoup plus complet que ça. Oui. Hein, ça va pas suffire, on a une innervation profonde et puis donc superficielle. Tout à fait. En fait, l'expérience que l'on a avant, c'était des blocs interscaliniques à visée purement analgésique, qui étaient suivis d'une anesthésie générale. Et lorsque vous voulez vous lancer dans la chirurgie de l'épaule sous anesthésie locovaginale pure, vous êtes obligé d'associer une anesthésie qui couvre les différentes racines nerveuses, C5, C6, C7, pour l'innervation profonde, mais également tenir compte des rameaux superficiels via C3, C4 et probablement pour C8. Ouais. Donc, et on avait tendance plutôt à négliger un peu cette partie aussi cutanée du plexus cervical superficiel. Hein, on avait tendance un peu à la négliger sur l'analgésie de l'épaule. Mais là, sur la visée anesthésique, on est obligé de s'y intéresser très fortement. Tout particulièrement. Très bien, merci Davy. Alors je vous propose de continuer avec un petit film qui a été donc réalisé par Thierry Garnier sur le bloc interscalénique. J'espère que ça va vous plaire, on y a passé pas mal de temps. Voilà, je vous laisse regarder, on se retrouve après. À tout de suite. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Aujourd'hui, je vais vous parler du bloc interscalénique. Le bloc interscalénique, c'est un bloc qui est incontournable dans la chirurgie de l'épaule. Il consiste à anesthésier le plexus brachial au niveau de son émergence, à proximité de la colonne vertébrale cervicale. L'injection elle est réalisée sur le côté de la partie basse du cou, entre les muscles scalènes antérieurs et muscles scalènes moyens, d'où le nom de ce bloc. Outre les complications communes à tous les blocs périphériques, le bloc interscalénique peut s'accompagner de complications spécifiques qui peuvent être gérées et anticipées. Les procédures de ponction, elles doivent être rigoureuses et la surveillance, elle doit être adaptée. Dans cette vidéo, nous avons essayé de modéliser la procédure en insistant sur les points fondamentaux de la technique, de façon à avoir un excellent taux de réussite tout en maîtrisant les éventuelles complications inhérentes à ce bloc. Le patient est en décubitus dorsal, le buste peut être légèrement fléchi à 30 ou 45 degrés, la tête est tournée à 45 degrés sur le côté non opéré. Le bras homolatéral le long du corps est fléchi sur l'abdomen. L'opérateur est debout ou assis et se place à la tête du patient sur la partie latérale du cou en regard du muscle sternocleidomastoïdien. L'appareil d'échographie est de l'autre côté du malade, en face de l'opérateur. Les deux avant-bras sont posés. Le bras qui tient la sonde est posé sur le brancard à côté du patient. La paume de main qui tient la sonde sert de billot de façon à bien stabiliser la sonde. La sonde utilisée est une sonde linéaire à haute fréquence. La longueur de l'aiguille utilisée est de 50 mm. Pour les réglages de base de l'appareil, je vous renvoie à l'émission précédente Back to Basic. Je vous rappelle néanmoins qu'il faut régler la fréquence ici entre 12 et 15 MHz, la profondeur environ à 4 cm pour un bloc interscalénique. Le focus pour la résolution latérale doit être évidemment adapté et en regard de la zone cible. Le gain et l'automatisation doivent également être adaptés. Une attention particulière sera apportée au réglage du gain étagé, extrêmement important pour le bloc interscalénique. L'utilisation du Doppler couleur ou du Doppler énergie revêt une importance particulière car il est impératif de différencier les nerfs hypoéchogènes des vaisseaux. La région supraclaviculaire se présente sous une forme triangulaire à la face postérolatérale du cou. La base de ce triangle est la clavicule,
La face antérieure est limitée par le muscle sternocleidomastoïdien et la face postérieure par le muscle trapèze. La sonde est posée au milieu de ce triangle dans un axe parallèle à la clavicule. Les éléments vasculaires principaux sont facilement identifiables. On repère ici la carotide interne et en relâchant la pression exercée sur la sonde, on voit apparaître la veine jugulaire interne. Un peu plus en avant, on repère les anneaux trachéaux et le lobe thyroïdien. Et un peu plus en arrière, on aperçoit les muscles scalènes avec le défilé interscalénique entre les muscles scalènes antérieurs et muscles scalènes moyens. Le plan superficiel visualisé ici est formé par la lame superficielle du fascia cervical profond qui s'étire du muscle sternocleidomastoïdien jusqu'au muscle trapèze. Les muscles scalènes sont recouverts par la lame profonde du fascia cervical profond, appelée aussi fascia prévertébrale. Les éléments anatomiques du plexus brachial doivent être définis. Lors de la réalisation d'un bloc interscalénique, on cherche à anesthésier l'épaule, dont l'innervation dépend des racines C5, C6 et C7. On ne détaillera pas ici les variations anatomiques avec la participation de la racine C4. On va donc suivre les racines C5, C6 et C7 jusqu'à leur émergence au niveau des apophyses transverses. Chaque vertèbre cervicale a une apophyse transverse sur laquelle on retrouve deux tubercules, un antérieur et un postérieur. C'est le cas ici avec les vertèbres C5 et C6. La vertèbre C7 fait exception. En effet, elle ne possède pas de tubercule antérieur sur son apophyse transverse. Cette particularité est mise à profit en échographie car le processus transverse unicorne de C7 apparaît comme un chapeau à une bosse alors que les deux bosses sont notées sur C5 et C6. Ceci permet de localiser avec précision le niveau de ponction du plexus. On aura donc ici C5 puis C6, et enfin C7 qui sort de l'apophyse transverse. Je vous rappelle que C5 et C6 fusionnent pour donner le tronc primaire supérieur et que la racine C7 donne à elle seule le tronc primaire moyen. D'autres éléments anatomiques sont importants à connaître et à individualiser. Il s'agit en premier lieu du repérage du nerf phrénique. Il descend vers le médiastin en contournant la face antérieure du muscle scalène antérieur. Cette localisation explique que des volumes importants d'anesthésiques locaux administrés dans l'espace interscalénique vont diffuser en avant du muscle scalène antérieur et entraîner un bloc du nerf phrénique. Il faut également repérer deux autres nerfs dans la région cervicale. Le balayage sonographique du muscle scalène moyen met en évidence deux nerfs hyperéchogènes situés en regard des racines C5 et C6. Il s'agit du nerf dorsal de la scapula et du nerf thoracique long. Ces deux nerfs devront bien évidemment être évités lors d'un abord postérieur au travers du muscle scalène moyen. La région interscalénique est très vascularisée et plusieurs éléments sont importants à connaître, à repérer et bien évidemment à éviter lors de la ponction. Ce sont toutes des branches et des collatérales de l'artère subclavière. Il y a en premier lieu l'artère vertébrale, première branche après la carotide primitive, que l'on retrouve à la partie antérieure du muscle scalène antérieur. Après, on a l'artère dorsale de la scapula. Elle passe entre les scalènes, s'insinue entre les troncs nerveux du plexus brachial et poursuit sa course devant le muscle scalène moyen en glissant sous le trapèze. On a également ici l'artère cervicale transverse qui passe en avant du muscle scalène antérieur pour irriguer le trapèze. Le bloc présenté ici est un bloc interscalénique dans le plan des ultrasons avec un abord postérieur. La sonde est placée derrière le muscle sternocleidomastoïdien, parallèle à la clavicule, en regard du cartilage cricoïde. On a ainsi une visualisation des éléments anatomiques dans leur axe court. Limiter la diffusion des anesthésiques locaux dans la réalisation d'un bloc interscalénique est un objectif. On injectera un volume de 15 à 25 ml. Pour la réalisation de ce bloc, on va déterminer un axe de ponction principal et selon la diffusion d'anesthésique locale, un axe de ponction accessoire. La zone cible de l'axe de ponction principal est sous la racine C6 et la zone cible de l'axe de ponction accessoire est au-dessus de la racine C5. Lors de la réalisation de ce bloc, il est important de répéter les règles de sécurité. Je vous rappelle ces règles. La pression sur la sonde d'échographie doit être légère de façon à éviter de cintrer les nerfs. Les tests aspiratifs doivent être également répétés de façon à éviter toute injection intravasculaire. Le contrôle de l'extrémité de l'aiguille est fondamental et doit être réalisé à toutes les étapes de progression du bloc. L'hydrolocalisation et l'hydrodissection confirment et garantissent la position de l'extrémité de l'aiguille, quel que soit l'abord. L'aiguille doit être insérée dans le plan.
La voie d'abord postérieure est privilégiée. Elle est effectuée en traversant le muscle scalène moyen avec une aiguille de 50 mm de long. La ponction se fait à l'extrémité de la sonde sur sa partie postérieure et la progression de l'aiguille se fait sous le champ ultrasonore. Le premier axe de ponction est le plan profond et on cherche à placer l'aiguille sous la racine C6. L'injection sous C6 permet une diffusion d'anesthésique locale sur C6 et C7 et selon le volume injecté sur C5. On préférera éviter d'injecter sous C7 du fait de sa proximité avec l'artère vertébrale. Une fois que l'aiguille est placée sous C6, on injecte 15 ml d'anesthésique locale. Au cours de l'injection, la diffusion de l'anesthésique locale est contrôlée sur les racines C7, C6 et sur la racine C5. Si la diffusion sur la racine C5 est insuffisante, on se préparera au deuxième axe de ponction. Le deuxième axe de ponction, il se fait dans un plan superficiel. Par le même point de ponction, l'aiguille est dirigée au-dessus de la racine C5. L'aiguille est alors parfaitement perpendiculaire au champ ultrasonore. La progression de l'aiguille se fait selon les mêmes règles de sécurité. Une injection de 5 à 10 ml sur la racine assurera un résultat optimal du bloc interscalénique. Tester son ALR avant de débuter l'intervention est indispensable. Les signes précoces de succès sont l'apparition d'un bloc sensitif dès les premières minutes, avec l'apparition de dysesthésie dans le territoire de C6 au niveau du pouce. C'est ce qu'on appelle le monet-signe. On a ensuite l'apparition d'un bloc moteur. Ce dernier, il intéresse d'abord l'abduction de l'épaule, puis la flexion du coude, et plus tardivement l'extension du coude. Sur ce schéma, vous retrouverez l'ensemble des dermatomes, myotomes et sclérotomes du membre supérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour la réalisation de vos prochains blocs interscaléniques pour la chirurgie de l'épaule. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors bonjour à toutes et à tous. Depuis le début de la crise Covid, on a beaucoup discuté dans l'équipe. Est-ce qu'il y a un intérêt à réaliser une ALR anesthésique de l'épaule en contexte de chirurgie de l'épaule? Le but, c'est vraiment d'éviter l'anesthésie générale. Et voilà, on a beaucoup discuté de ça. Quel est l'intérêt d'éviter l'anesthésie générale? Alors, quand on regarde un petit peu la littérature, donc sur une étude des sociétés d'assurance américaines, donc, qui recense entre 2000 et 2013 9 cas d'AVC ischémique par hypoperfusion cérébrale lors d'une chirurgie de l'épaule sous anesthésie générale. Donc c'est quelque chose qui est rare, mais c'est quelque chose qui est très sévère, parce que quand on est opéré d'une épaule et qu'on ressort qu'on sort hémiplégique, c'est quand même une catastrophe. Il y a plusieurs facteurs de risque qui ont été identifiés. Il y a la malposition du brassard. Dans 2 cas, il a été pris au membre inférieur, le brassard de tension. Et le plus souvent, on retrouve une hypotension artérielle prolongée, qui explique un petit peu ce tableau. Pareil sur une série française, publiée en 2012, qui retrouve 3 AVC ischémiques périopératoires dans le même contexte. Et dans 2 cas sur 3, on retrouve une hypotension prolongée, qui parfois peut être volontaire, et d'autres cas qui est inopinée. Alors, ce qui est important, c'est de corriger cette hypotension et ne pas laisser s'installer cette hypotension. Ce qu'il faut noter, c'est que dans tous les cas, ça survient chez des patients sous anesthésie générale. Alors, pourquoi, lorsqu'on est en position demi-assise pour une chirurgie de l'épaule, on est dans un contexte favorable à l'hypotension artérielle? Tout d'abord, le patient est assis, en position assise ou en position demi-assise. Donc il y a une redistribution du sang liée à la gravité vers les territoires inférieurs, donc vers les jambes et vers les territoires splanchniques. D'autre part, il y a l'effet de l'anesthésie générale, donc, qui entraîne une inhibition du système sympathique, qui entraîne une vasoplégie. Donc tout ça interagit et ça procure une hypotension qui peut être sévère. En plus, on peut être faussement rassuré par la prise de tension non invasive, le plus souvent, puisqu'on a une surestimation de la pression cérébrale quand on mesure la pression au membre supérieur de environ 20 à 25 mm de mercure,
ou encore pire, quand on mesure la pression artérielle au membre inférieur, là on a des deltas de 50 mm de mercure. Donc on est vraiment faussement rassuré par cette pression artérielle. Est-ce qu'il y a des études qui comparent l'anesthésie générale et l'ALR anesthésique dans ce contexte, donc de chirurgie de l'épaule en position de mi-assise? Oui, alors il y a peu d'études, mais on en trouve quand même quelques-unes. Donc cette étude de Aguirre compare en fait deux groupes de patients. Il y a 45 patients qui ont une anesthésie générale, il y a 45 patients qui ont un bis plus une sédation. Donc on voit la courbe. Ce qui nous intéresse, c'est les deux courbes supérieures. Donc là, la courbe, ça représente la pression artérielle en fonction du temps. Donc il faut savoir que dans cette étude, l'hypotension artérielle était corrigée de manière agressive. Malgré cette correction agressive, on a une différence. On constate au début de l'intervention qu'il y a moins d'hypotension artérielle dans le groupe anesthésie loco-régionale versus anesthésie générale. Un autre paramètre important qui a été étudié est la survenue de désaturation cérébrale mesurée avec un IRS. Et ils ont retrouvé que dans le groupe anesthésie générale, il y avait beaucoup plus de désaturation cérébrale que dans le groupe bis plus sédation. Voilà, il y a clairement moins d'hypotension dans le groupe péropératoire et il y a moins de désaturation cérébrale. De là à dire qu'il y a moins d'AVC ischémique, c'est autre chose, mais en tout cas, on a envie de privilégier l'anesthésie loco-régionale anesthésique. Alors en pratique, comment est-ce qu'on fait pour réaliser cette anesthésie, donc cette ALR anesthésique de l'épaule? Alors, on va reprendre très très brièvement ce qu'a déjà développé largement Davy précédemment. Donc l'innervation de l'épaule, donc deux grosses composantes, une composante profonde, une composante superficielle. Donc pour la composante profonde, alors on ne va pas revoir en détail tous les nerfs. On a vu qu'il y avait des nerfs issus du plexus brachial, donc le nerf suprascapulaire, le nerf axillaire, le nerf pectoral latéral qui a une importance qui est moins importante, et les nerfs subscapulaires. Voilà, donc les deux derniers sont quand même moins importants. Ce qu'il faut noter, c'est que tous ces nerfs sont issus des fibres de C5 à C7. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un bloc qui procure une anesthésie de C5 à C7. Donc il y a deux blocs possibles pour cette anesthésie. Il y a le bloc interscalénique, qu'il faut faire avec un certain volume pour pouvoir avoir C5, C6, mais aussi C7, ou alors le bloc supraclaviculaire. Alors ça, c'est très bien pour l'innervation profonde de l'épaule, donc qui est l'innervation nécessaire pour une analgésie. Mais par contre, si on veut avoir un bloc anesthésique de l'épaule, il faut plus que ça, il faut associer le territoire cutané qui n'est pas complètement anesthésié avec ces blocs. Et notamment le plexus cervical et le nerf supraclaviculaire, comme a parlé Davy tout à l'heure. Alors là, il faut bien faire attention, parce qu'on parle de bloc supraclaviculaire, on parle de bloc du nerf supraclaviculaire, c'est pas du tout la même chose. Donc le bloc supraclaviculaire, c'est le plexus brachial, et le bloc du nerf supraclaviculaire, c'est le plexus cervical, issu de C3, C4. Alors, effectivement, au niveau cervical, c'est une vraie jungle, donc le nerf supraclaviculaire provient de C3, C4. Alors il y a un point où on peut le bloquer relativement facilement, c'est lors de son émergence à la face postérieure du muscle sternocléido-mastoïdien. Donc on voit là sur la droite, je montre la petite flèche, donc ils sont issus à l'arrière du muscle sternocléido-mastoïdien. Comment on fait pour bloquer ce nerf? Alors il y a deux possibilités. On va faire un repérage échographique. Dans le meilleur des cas, on va voir ce nerf, mais dans un certain nombre de cas, on ne voit pas ce nerf. Si on ne voit pas ce nerf, en fait, il faut réaliser un bloc cervical intermédiaire classique. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Un bloc cervical superficiel classique. Ce qui est le mieux, c'est de pouvoir repérer le nerf pour faire un blocage sélectif du nerf supraclaviculaire. Alors, quand on balaye le cou avec la sonde d'échographie, on repère donc les différentes structures. Déjà musculaires, c'est le plus simple. On a le muscle sternocléido-mastoïdien en interne, le muscle scalène antérieur en postérieur. Et en fait, le nerf supraclaviculaire chemine dans l'espace cervical postérieur
Et donc, il va se latéraliser pour ensuite venir contourner le muscle sternocléido-mastoïdien. C'est le dernier nerf qu'on repère quand on descend la sonde. On voit en premier le nerf grand auriculaire, puis le nerf cervical transverse. Et donc, c'est le troisième nerf qu'on voit émerger. Et là, on le voit, donc là, en violet sur l'écran, on le voit juste avant sa division en 3. Donc, c'est un endroit parfait pour le bloquer. Et là, il est vraiment très superficiel. Il est à environ 0,5 cm de la surface. Donc là, avec quelques millilitres d'anesthésique, on peut l'avoir facilement. Très bien. Alors, j'ai bloqué mon nerf supraclaviculaire, j'ai bloqué mon plexus brachial. Est-ce que ça suffit? Eh bien, toujours pas. Malgré ces blocs associés, on a quand même un certain nombre d'échecs, notamment sur une zone bien particulière, sur la zone d'insertion du trocar postérieur du chirurgien lorsqu'on fait une arthroscopie, qui est le point A, qui s'appelle le soft point. C'est la zone d'insertion du trocar. Donc on peut la palper au niveau anatomique. Donc on repère l'acromion, le bord latéral de l'acromion en postérieur de l'acromion. Et en fait, on va palper une zone à environ 2 cm en dessous, une zone un petit peu molle, un petit peu où le doigt s'enfonce. Et c'est dans cette zone-là que le chirurgien va placer son trocar. Alors le problème de cette zone, c'est que son innervation cutanée est assez complexe et elle est au carrefour de nombreux nerfs qui ont des grandes aires de recouvrement. Donc déjà, alors, sur le schéma du milieu, j'ai perdu ma flèche, c'est pas grave. Donc en jaune, on a le soft point. Au-dessus, on a des branches issues du nerf supraclaviculaire. En dessous, on a des branches cutanées du nerf axillaire. Mais on a aussi des petites branches qui arrivent du côté et qui peuvent aussi participer à l'innervation cutanée de la zone. C'est le nerf intercossobrachial et le nerf radial. On a également ces branches dont a parlé tout à l'heure Davy. C'est des rameaux postérieurs des nerfs cervicaux C6, C7, C8, T1 qui peuvent venir recouvrir cette zone et donc perturber l'anesthésie de cette zone. Donc deux possibilités. Soit on effectue une infiltration à l'aveugle en palpant le soft point, vraiment une infiltration sous-cutanée, soit on peut repérer la zone CD de l'échographie qu'on a sous la main. Donc il faut placer la sonde linéaire juste sous l'épine de la scapula, en se mettant vraiment en latéral, en regard de l'articulation de gléno-humérale, de l'articulation gléno-humérale. Donc on a cette image caractéristique de double relief, de double bosse. Donc la double bosse, la partie la plus latérale, c'est la tête de l'humérus. La partie la plus médiale, c'est le bourrelet glénoïdal qui fait partie de la scapula. Et donc la jonction entre les deux, c'est l'articulation gléno-humérale. Et c'est donc en regard de celle-ci que le chirurgien va placer son trocar. Donc il convient d'infiltrer en sous-cutané en regard de cette zone. Alors, voilà. Donc là, c'est l'ensemble des nerfs l'ensemble des blocs qu'il faut associer pour réaliser l'anesthésie anesthésique de l'épaule. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme produit en pratique? Alors, nous, on a fait le choix d'utiliser la ropivacaïne diluée à 3,5 mg par millilitre, donc entre 20 et 25 ml pour réaliser le bloc supraclaviculaire ou le bloc interscalénique. On ajoute 5 ml de ropivacaïne sur le bloc du nerf supraclaviculaire et on rajoute encore 5 ml pour l'infiltration sous-cutanée du soft point. Le plus souvent, en pratique, on associe un adjuvant qui est la dexaméthasone pour prolonger la durée analgésique post-opératoire. Voilà. Très bien, donc j'ai fait mon bloc, mais j'aimerais savoir si ce bloc est fonctionnel avant de réaliser la chirurgie. Parce qu'évidemment, si on se rend compte au milieu de l'intervention, un patient demi-assis, une anesthésie qui ne marche pas bien, ça peut être très compliqué pour gérer les voies aériennes, pour l'anesthésie, pour faire une anesthésie générale. Donc il est vraiment impératif de bien s'assurer que ce bloc fonctionne bien. Alors il faut plusieurs tests nécessaires pour l'évaluer. Il faut un test sensitif, donc on teste le nerf supraclaviculaire sur le moignon, sur le sommet de l'épaule, soit par le toucher, soit par le chaud-froid, ou on teste le nerf axillaire en regard du deltoïde. On ne peut pas tester le nerf le plus important de l'articulation de l'épaule, qui est le nerf
scapulaire parce qu'il n'a pas de rameau cutané. On est obligé de faire un test moteur pour l'évaluer. Donc on sait que le nerf suprascapulaire innerve le muscle supra et infra-épineux. Donc on va faire on va tester la motricité de ces deux muscles. Donc le nerf supra-épineux, on va demander au patient de faire une abduction contrariée, le pouce vers le bas, et on évalue la motricité. On va ensuite tester l'infra-épineux en demandant au patient de faire une rotation externe contrariée. Pour le nerf axillaire, on va demander au patient de faire une abduction contrariée pour évaluer le muscle deltoïde. Alors, il y a d'autres nerfs qu'on peut aussi tester au niveau moteur, c'est le nerf pectoral latéral et les nerfs subscapulaires. Mais bon, ça, je pense qu'il faut peut-être pas... voilà, c'est pour les puristes. Déjà, si on teste les précédents, ça me paraît déjà pas mal. Alors, au total, si je veux répondre à la question, est-ce que c'est possible de réaliser une chirurgie de l'épaule sous anesthésie loco-régionale pure? La réponse est oui. La plupart de nos patients sont opérés avec une ALR anesthésique. Il faut toujours proposer aux patients une sédation parce que même si le bloc fonctionne, certains patients ont besoin d'une sédation, ont besoin d'une anxiolyse vu le contexte de chirurgie de l'épaule qui est juste à côté de la face avec un patient recouvert par un champ, etc. Donc ça peut être un petit peu anxiogène. Donc c'est important de bien évaluer le patient et lui proposer, si besoin, cette sédation. Voilà, un petit film pour vous illustrer un petit peu ce type d'anesthésie. Donc on voit le chirurgien qui opère tranquillement sous arthroscopie de l'épaule, le patient qui est recouvert d'un champ plastifié, qui peut participer, discuter avec le chirurgien ou même regarder l'écran pour voir la chirurgie en direct. Et puis s'il a besoin, s'il est un petit peu stressé, c'est à ce moment-là qu'on fait une sédation. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci Thomas, extrêmement intéressant. Donc oui, c'est possible de faire de l'anesthésie loco-régionale à visée anesthésique et de le faire sans rien d'autre, sans complément. Alors moi j'ai envie quand même de te poser la question, tous les patients ne sont pas capables de faire comme le monsieur que tu as montré, d'être sous les bâches, à vouloir regarder ce qui se passe dans son épaule. Qu'est-ce qu'on fait pour proposer peut-être un intermédiaire? Est-ce qu'une sédation, selon toi, ça peut être indiqué? Est-ce qu'on n'a pas de souci à faire une sédation comme ça en position assise? Qu'est-ce que tu fais, toi, ta pratique là-dedans? Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de patients qui, même si le bloc fonctionne bien, qui ont besoin d'une sédation parce qu'ils sont stressés, etc., et que ce n'est pas forcément confortable. Donc, il y a plusieurs types de sédation possibles. On peut utiliser des évoques, donc l'évoque rémifentanil. On peut utiliser l'évoque propofol. On peut aussi faire plus à l'ancienne, utiliser du midazolam, un peu de kétamine. Toujours est-il qu'il faut, je pense, pas associer les différentes sédations parce que d'associer un ingrédient puis l'autre, on risquerait de se retrouver avec des catastrophes, des patients qui ne respireraient pas bien et d'avoir à gérer des voies aériennes sous le champ en position assise, ce qui est compliqué. Donc, je pense qu'il faut choisir un type de sédation, rémifentanil évoque ou propofol évoque. Moi, c'est ce que j'utilise en pratique. Voilà. D'accord. Alors on a eu aussi des questions donc, sur le bloc interscalénique, combien tu fais. Donc toi c'était plutôt sur 20-25 cc, ce qui est un volume assez conséquent finalement. Visée analgésique on est plutôt sur 20 cc. Tu ferais un petit peu plus pour être sûr d'avoir C7? Oui, effectivement, le fait d'avoir un volume important, enfin je pense que c'est important d'avoir C7 pour pour les points anatomiques qu'on a vus tout à l'heure. Donc en ayant un volume un petit peu plus important, ça permet d'être sûr de bien avoir tous ces nerfs. D'accord. Et toi tu es plutôt bis, plutôt supraclaviculaire, parce qu'on a vu que finalement avec ces deux blocs, on pouvait éventuellement, normalement ça fait l'affaire, et puis on complète avec les territoires cutanés que tu nous as montré, le supraclaviculaire, et puis la zone du soft point par une infiltration sous-cutanée. Toi, est-ce que tu privilégies plus un bloc qu'un autre? On n'est pas tous d'accord dans l'équipe, oui, c'est pour ça il qu'il y a un peu débat chez nous. Chez nous, à Quincy, c'est à peu près 50-50. Donc voilà, le débat est ouvert. Moi, personnellement, je préfère le bis. C'est une question de... Ouais, moi aussi, je fais du bis, mais par exemple, Thierry Garnier fait d'accessibilité, du supraclaviculaire. D'autres, Nabil fait aussi un peu de supraclaviculaire aussi, complètement supraclaviculaire. Voilà, on n'est pas tous d'accord dans l'équipe, mais il y a des grosses batailles. Voilà, a priori, ça a l'air de fonctionner sur ces deux ALR anesthésiques. Autre chose, on a eu, je crois, des questions sur l'histoire du nerf phrénique. On est bien d'accord que quand on fait qu'on fasse un bloc interscalénique ou un bloc supraclaviculaire, il faut considérer qu'on a
un bloc du nerf phrénique. On ne va pas pouvoir s'affranchir du nerf phrénique. Enfin, il faut partir du principe qu'on ne va pas pouvoir l'éviter. Hein. Surtout qu'on fait des gros volumes hein, Ouais. par rapport au bloc Voilà. analgésique, on fait des volumes plus importants. Donc là, c'est sûr qu'un patient insuffisant respiratoire, il faut se poser la question de ce type d'anesthésie. Écoutez, merci à toute l'équipe d'anesthésie pour cette invitation à échanger sur ce thème de la prise en charge des pathologies de l'épaule en ALR et surtout en ambulatoire également. Alors, moi je suis Alexandre Killinck, je suis chirurgien du membre supérieur, je prends en charge les patients en particulier qui souffrent de problèmes de la coiffe des rotateurs et ça sera l'essentiel de ce topo. Alors, pour bien débuter, on va aller rapidement sur certaines notions concernant en particulier de l'anatomie. Je vous rappelle, la coiffe des rotateurs, ce sont 4 tendons. Le supraépineux, c'est celui qui est le plus souvent atteint. On parle également de supraspinatus dans la nomenclature internationale. L'infraspinatus, qui est légèrement plus postérieur. Le petit rond, qui est peu atteint dans les pathologies, mais qui est essentiel à connaître, puisqu'on va pouvoir, nous, placer l'arthroscope entre l'infraspinatus et le petit rond. Et à l'avant, il y a le sous-scapulaire. Alors, ces 4 tendons forment la coiffe des rotateurs. Ce sont des tendons plats qui vont donc coiffer la tête de l'humérus. Et le supraspinatus sera celui le plus souvent touché par les pathologies de la coiffe, donc la tendinite, la calcification et la rupture. Le biceps, lui, est un tendon tubulaire qui est associé à la coiffe des rotateurs et il ne forme pas une nappe tendineuse comme les autres, mais il est souvent impliqué dans la pathologie. Et il est essentiel à connaître puisque souvent il faudra effectuer un geste, soit une ténétomie, soit une ténodèse. Alors, ces muscles se rejoignent, les fibres musculaires se rejoignent sur un tendon formé de collagène qui va s'insérer sur une anthèse et une empreinte osseuse qu'on appelle le footprint. Et si vous entendez votre chirurgien disant « Ouais, super, j'ai réparé le footprint », c'est qu'en fait, il a pu réaccrocher ses tendons sur la zone osseuse normale, sans difficulté. Alors, ces ruptures, elles sont de petite, moyenne, de grande taille. On dit souvent des ruptures transfixiantes. C'est des ruptures qui intéressent toute l'épaisseur du tendon. Elles peuvent être transfixiantes distales, comme sur cette imagerie en coupe, intermédiaires ou rétractées. Certaines ruptures sont partielles. Ici, une rupture partielle profonde et en dessous, une rupture partielle superficielle. Parfois, la rétraction est telle et l'ancienneté de la lésion fait qu'on ne peut pas réparer. On parle alors de rupture massive non réparable. Et donc le geste chirurgical est en général assez court. On effectue essentiellement un débridement, une ténotomie, un nettoyage de l'épaule. Il n'y a pas de réparation. Alors la douleur. La douleur, eh bien, c'est ce qui va poser problème déjà parce que c'est ce qui amène le patient à consulter, mais c'est également la problématique de la prise en charge en ambulatoire pendant l'opération et puis la gestion de la douleur post-opératoire. Alors le patient il consulte toujours parce qu'il a mal, il consulte rarement parce qu'il dit j'arrive pas à soulever le bras. Souvent c'est donc la douleur le point d'appel. Un élément très important, c'est qu'il n'y a pas de parallélisme entre la taille de la rupture et la douleur. Une rupture massive chez un senior en général c'est peu symptomatique tant qu'il n'y a pas d'arthrose. Une petite rupture peut parfois être extrêmement douloureuse et ça c'est un élément important. C'est pas parce que le chirurgien a mis simplement une seule encre et que ça n'a pas duré très longtemps que le patient n'aura pas mal en post-opératoire. La douleur est plutôt liée au niveau inflammatoire, à la bursite, à la tendinopathie. Alors les nerfs, bien sûr, il y a une anatomie complexe des nerfs et il y a pas mal de nerfs à comprendre et à connaître pour pouvoir faire le bloc et puis améliorer nos techniques de prise en charge. Alors le nerf suprascapulaire, vous le connaissez, il va donner des branches motrices pour le muscle supraspinatus, l'infraspinatus, mais il va également envoyer pas mal de branches à visée sensitive. En particulier, on le voit sur l'image en haut à gauche, ici, pour la région acromiale. C'est dans cette région qu'on pratique l'acromioplastie. Et lorsque on coagule cette région, qu'on va l'hémostaser ou utiliser la fraise, il y a souvent une douleur transmise. Le nerf axillaire, lui, il passe sous la glène et ensuite il va contourner pour donner des branches sensitives à la partie latérale de l'épaule. Et cette partie latérale est innervée sa partie haute par le supraspinatus et la partie plutôt basse par le nerf axillaire. Et vous verrez que dans nos voies d'abord, parfois on doit placer des voies latérales hautes, parfois des voies latérales basses, qui nous font un bloc, certes moteur, mais également sensitif. À droite et en bas, c'est une vue postérieure de l'épaule et
qui montre bien les rameaux postérieurs sensitifs. Ce sont ces rameaux qui provoquent souvent une douleur juste au début de l'arthroscopie. La voie d'abord, arthroscopique, la toute première, celle qu'on réalise avant de commencer notre geste chirurgical, même mon geste d'exploration, elle est postérieure. On la verra tout à l'heure. Eh bien, il faut pouvoir endormir ces nerfs, ces branches sensitives cutanées superficielles, pour éviter une douleur au patient et puis éviter une douleur péropératoire et que le patient bouge et modifie l'installation. Alors, ce n'est pas juste à l'incision, mais nous, quand on place l'optique, on va déplacer cette optique à droite, à gauche, on va tirer sur le muscle. Et s'il n'y a pas d'anesthésie complète, le patient a un ressenti désagréable et puis voilà, il bouge, il s'énerve, il augmente sa pression artérielle et c'est la casquette malheureuse. Alors, je vais juste revenir en arrière. Ici, c'est une vue opératoire, un patient que j'opère il n'y a pas longtemps. Et vous voyez une plaque de clavicule. Donc ça, c'est un patient qui a une fracture de la clavicule. Et j'ai profité de ce geste chirurgical pour disséquer les branches, j'espère qu'elles apparaissent sur votre image, du plexus cervical superficiel. Il y en a parfois une, il y en a parfois deux. Elles passent devant la clavicule et puis elles vont innerver toute la face inférieure de la clavicule. Région également, on est amené à faire des gestes donc, à la face profonde du deltoïde, mais également donc différentes voies d'abord. Il faut effectuer un bloc du plexus cervical superficiel, voire une barrette pour pouvoir créer une anesthésie sensitive complète de cette région. Alors, avançons un petit peu. Je ne vais pas insister sur les facteurs qui aboutissent à la rupture de coiffe. Globalement, il y a des facteurs qu'on dit extrinsèques. C'est l'âge, c'est le conflit sous-acromial. Le côté dominant et le travail sont impliqués, le fait de fumer, d'avoir du diabète, les mouvements répétitifs et à l'inverse également, les mouvements l'immobilisation. Ce que vous entendrez souvent, c'est cette notion de conflit sous-acromial. C'est le frottement de la coiffe finalement à la face inférieure de l'acromion qui provoque des microtraumatismes et qui abîment la coiffe. Je n'insiste pas plus. Les facteurs intrinsèques, c'est la vascularisation, c'est le type de collagène, c'est l'anatomie propre des tendons du patient qui le rendent plus ou moins fragile. Passons plutôt au sujet qui nous intéresse, et qui, quand opérer et comment opérer dans de bonnes conditions. On opère des coiffes symptomatiques. Les ruptures de coiffe sont très fréquentes dans la population générale. On estime que 60% des adultes de 60 ans ont une anomalie échographique, mais pourtant ils ne sont pas tous symptomatiques, ils n'ont pas de douleur. Une minorité des asymptomatiques est cette partie qu'on opérera après avoir effectué un traitement médical. On n'opérera pas un patient qui a une épaule raide, une capsulite, une rupture donc asymptomatique, et on n'opérera pas s'il n'a pas eu un traitement médical correctement conduit. Je n'insiste pas non plus. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la chirurgie. Alors l'arthroscopie, c'est la méthode maintenant de référence, le gold standard. Il n'y a plus de discussion. Quand j'ai commencé l'internat, on discutait est-ce qu'on opère à ciel ouvert ou arthroscopique. Il n'y a plus vraiment de débat sur ça. L'arthroscopie permet une meilleure exploration, un geste plus précis, une meilleure libération et également d'avoir moins de délabrement musculaire pour ce qui est du deltoïde avec des suites plus simples. En reprenant, j'ai constaté qu'on opère 98% de nos patients en ambulatoire et l'essentiel, 95%, anesthésie, sans anesthésie générale, anesthésie loco-régionale avec ou sans sédation. Mais ça nécessite une bonne coopération du patient, du chirurgien et de l'anesthésiste, je mettrai également du kiné. Alors, quels sont les gestes qu'on va réaliser? Une bursectomie, c'est nettoyer la bourse sous-acromiale. L'acromyoplastie, c'est raboter cet os qui est conflictuel, réparer le tendon, la coiffe en simple ou double rangée, effectuer un geste sur le biceps qui peut être une ténotomie ou une ténodèse, parfois des gestes de résection acromioclaviculaire, parfois une calcification enlevée, parfois un bancarte. Et peut-être que vous travaillez dans des centres où les chirurgiens vont un peu plus loin. On peut libérer le nerf suprascapulaire que lorsqu'il y a un conflit à l'échancrure. On peut effectuer des butées arthroscopiques. Pour ma part, j'en ai fait et j'ai arrêté. Il n'y a pas un grand intérêt. Ou faire des transferts du grand dorsal, ce qui arrive occasionnellement. Alors, l'installation. Donc là, on va au bloc opératoire. Le patient a eu son anesthésie loco-régionale. On peut installer le patient pour une arthroscopie de l'épaule de grande manière. En position demi-assise, ce qui nécessite une table qui peut se plier, une table orthopédique, une tétière, avec ou un support de traction pour le bras. Bien sûr, vous savez que ces positions nécessitent un contrôle tensionnel adapté, le brassard au bras et une surveillance du patient pour éviter les problèmes d'hypovascularisation cérébrale. Certains chirurgiens préfèrent le décubitus latéral
Pour ma part, c'est une position que je trouve inconfortable et j'opère essentiellement mes patients en position demi-assise. L'installation se fait au complet, hein, anesthésiste, brancardier, penseuse et chirurgien, bien sûr. L'idéal, lorsqu'on effectue une réparation de la coiffe, eh bien, c'est une anesthésie loco-régionale parfaite avec un bloc moteur, un bloc sensitif, un patient qui n'est pas stressé, donc pas de sédation, une bonne pression artérielle et le chirurgien est content. Je vous rappelle également donc, qu'une bonne installation de position demi-assise, il faut placer la table en forme de cuvette pour éviter que le patient glisse et bien sûr contrôler la tension au bras et non pas à la jambe. Alors voici des exemples. Là, le patient est sous anesthésie loco-régionale. Vous voyez qu'on utilise parfois des champs transparents, parfois des champs, moi je préfère les champs classiques. Il faut installer le patient. Parfois c'est un peu désagréable pour lui parce que il est enfermé sous les champs. Il peut avoir un petit phénomène de claustrophobie. Lorsque ça arrive, on peut placer un smartphone pour qu'il puisse regarder quelque chose, un film, de la musique. Et si le patient n'est pas stressé, ça se passe vraiment très bien. Et puis à la fin, il est assez réveillé pour que, immédiatement après l'intervention chirurgicale, on puisse lui montrer le geste qui a été effectué. Et le patient, vous verrez tout à l'heure, marche. Il peut déambuler pour sortir et marcher à pied en salle de réveil. Malheureusement, parfois, ça ne se passe pas aussi bien. Patient stressé, anesthésie qui a peut-être un peu moins bien pris, et le patient bouge. Alors, il y a très certainement une sélection à avoir en préopératoire. Quand on sent que le patient est trop stressé, peut-être d'emblée envisager une sédation. Mais cette sédation, elle doit être suffisante. Alors, soit le patient n'en a pas, soit il en a. Et s'il en a, il faut qu'elle soit somnolente pour éviter le phénomène que j'ai appelé patient somnambule. Mais globalement, il est à moitié réveillé, à moitié endormi, il bouge, il réagit, il ronfle, il lève le bras. Au final, il n'est plus installé, il n'est plus en position demi-assise. Il augmente sa pression, tout le monde est énervé. Voilà. Alors donc, en pratique, soit le patient a une anesthésie loco-régionale qui est parfaite, soit on l'endort. Et si vraiment ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à l'intuber. Mais d'expérience, finalement, on a intubé très très peu de patients. Alors les voies d'abord. En A, c'est l'acromion. La voie 1, c'est la voie principale, la voie postérieure, hein, celle qui peut être douloureuse initialement parce que les branches cutanées postérieures ne sont pas suffisamment endormies. Et puis il y a différentes voies d'abord, latérales et antérieures. Je ne rentre pas dans les détails, je vais juste vous montrer les voies d'abord postérieures. Alors, c'était ça en vidéo. Donc, le bord postérieur et latéral de l'acromion est ici. Globalement, la voie d'abord est 2 cm médial et 2 cm inférieur dans le soft point. Donc, il faut effectuer une barrette verticale. J'ai vu trop souvent les anesthésistes effectuer à ce niveau juste une infiltration locale. Non, il faut vraiment faire une barrette verticale, hein, comme c'est montré en rose, pour pouvoir endormir toutes les branches et avoir toutes les collatérales. Les voies d'abord antérieures et latérales, eh bien, je remontre ce schéma peut-être en plus grand. Vous voyez les branches sensitives qui viennent du plexus cervical superficiel et qu'il faut pouvoir également endormir par une barrette également horizontale sur la clavicule. Alors lorsqu'on opère, on va utiliser du matériel, en particulier un système qu'on appelle le Vapor. Le Vapor, c'est une marque, mais c'est un système de thermocoagulation qui permet de sectionner et de chauffer dans l'eau, puisque l'intervention se passe en arthroscopie donc avec un flux de sérum physiologique. C'est très efficace, mais ça chauffe. Le shaver, lui, c'est une petite fraise ou un petit couteau qui vont grignoter la bourse et les tendons abîmés. Le problème, également, c'est très efficace, mais ça fait saigner. Donc on utilise une arthropompe qui va permettre d'augmenter la pression. La problématique, c'est que si on utilise trop souvent l'arthropompe et trop souvent la pression, eh bien, l'épaule gonfle et ça gêne notre geste chirurgical. Donc le but, c'est d'avoir une hypotension contrôlée, une pression artérielle moyenne autour de 80 et un bon bloc antalgique pour éviter que le patient bouge, s'énerve et augmente sa pression artérielle avec une image comme elle est affichée à droite, une parfaite visualisation de notre coiffe. Donc sur cette vidéo, on voyait une arthroscopie et on voyait en particulier une coagulation de la bourse sous-acromiale. Et lorsque le bloc moteur n'est pas complet, le patient ressent des contractions et nous on voit des contractions pendant l'arthroscopie. Donc il faut que le bloc soit suffisamment complet pour pouvoir éviter ces contractions péropératoires lors de l'utilisation de la thermocoagulation durant l'arthroscopie. On voyait sur cette vidéo un patient
qu'on déchampait et puis qui se levait pour marcher et retourner lui-même debout en sortant de salle opératoire avec son pansement. On peut faire d'autres choses que des arthroscopies d'épaule. On peut faire des butées de Latarjet. C'est un patient opéré il y a moins de 24 heures, lundi matin, sous anesthésie loco-régionale avec une barrette supérieure au niveau de la clavicule qui a permis d'avoir une analgésie complète puisqu'elle a la voie delto-pectorale pour les Latarjets ouverts et delto-pectorale, c'est-à-dire 5 cm devant l'épaule. Le patient n'a ressenti aucune douleur. On a parlé avec lui, on a discuté du match, savoir s'il y avait hors-jeu ou pas sur le match de dimanche soir. On vous mettra la vidéo de ce patient qui a très bien réagi à sa butée à ciel ouvert. Voilà. Alors quel résultat? Une arthroscopie de l'épaule, 85% de cicatrisation. Et voilà, sur les 6 derniers mois, on a opéré 98% de nos patients en ambulatoire et 95% en anesthésie loco-régionale ou sédation, donc sans anesthésie générale. Ça nécessite une bonne coopération. Chez nous, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de brut ni de truand, il n'y a qu'un chirurgien, un patient, un anesthésiste. Et lorsque la coopération est bonne, ça se passe très très bien. Très bien. Merci Alexandre pour toutes ces précisions sur la chirurgie de l'épaule. On a toujours intérêt à passer un petit peu de l'autre côté du champ et d'améliorer nos connaissances de la chirurgie pour améliorer notre coopération, comprendre les impératifs de chacun. Alors moi je voulais un petit peu te solliciter sur effectivement les aspects de sédation que tu as souligné. Nous on est parfaitement d'accord avec ça. Tu as souligné le fait que soit le patient il est complètement endormi, sédaté, vraiment plutôt lourdement, avec en ventilation spontanée, avec un masque d'oxygène, soit plutôt légèrement, mais l'entre-deux on n'aime pas bien. Exactement. Ouais. Ou l'entre-deux en disant il n'y en a plus que pour 5 minutes. Ouais. Donc là il faut discuter entre vous pour savoir, écoute, on en a pour 10 minutes, une demi-heure, mais mettre un petit flash de diprimant qui va durer 5 minutes et le patient qui fait le yo-yo, qui se réveille, qui s'endort, qui se réveille. Ouais. Voilà, ça modifie tout. C'est pas forcément que l'ALR n'est pas efficace, mais c'est vrai qu'on n'a plus de réponse appropriée quand on est un petit peu entre deux eaux. Le patient, il a quand même des stimulations, il a quand même des sensations qui peuvent perturber effectivement le geste. Et également, il faut savoir aussi ne pas le proposer à certains patients qui ne sont pas des bons candidats. Ouais. Probablement qu'il y a un travail à faire sur les échelles de stress. Il y a beaucoup d'échelles de stress, il y a des classifications pour ça, et puis les sélectionner idéalement préopératoire. Et nous, quand on ne sent pas le patient, on vous met un AG, s'il vous plaît. J'ai discuté avec lui longuement, ça ne sert à rien de vouloir insister. Exactement. Et chose qu'on respecte, c'est pour ça une bonne entente entre nous, pour qu'au final le patient soit... Exactement. Et sur la dernière vidéo qu'on n'a pas vue, mais que je vous mettrai au montage, on propose au patient, est-ce que vous voulez marcher et puis sortir, ou est-ce que vous voulez qu'on mette un brancard? On propose au patient, on n'insiste pas. Déjà, il y a un des côtés qui est souvent mouillé, donc il faut prendre l'autre côté. Et on propose aux patients brancard ou à pied. En général, quand ils ont eu très peu de sédation, ils disent écoutez, non, pourquoi pas besoin, moi je vais marcher. Si on les sent un peu vaseux parce qu'ils ont plus de sédation, il ne faut pas insister non plus. Le brancard à l'ancienne. Alors, je voulais juste revenir sur une petite chose. Donc, on a beaucoup parlé d'arthroscopie. Effectivement, l'arthroscopie, c'est assez facile sous anesthésie loco-régionale pure, sous réserve de respecter ce soft point là derrière, qui est un carrefour nerveux un petit peu particulier cutané. Sur les abords antérieurs, on mettra ta vidéo, mais effectivement, toi, tu peux être gêné parfois par le pectoral si le patient il n'est pas bien. On peut gêner. On doit parfois faire un geste dans l'intervalle des rotateurs. C'est une zone entre le supraépineux et le sous-scapulaire qui est assez innervé, qui est assez inflammatoire. Il peut y avoir une conduction à travers les branches cervicales superficielles, des connexions avec le pectoral. Effectivement, il y a des contractions à ce moment-là. Donc, il ne faut pas hésiter. Chose que tu n'as pas, c'est ça, sous anesthésie générale curarisée, tu es tranquille. Ça, on est vraiment tranquille. Que ce soit pour les arthroscopies ou les butées. Voilà. Sur la vidéo, vous verrez, on voit des contractions pectorales et deltoïdiennes postérieures. Probablement parce que le bloc moteur n'est pas complet. Il y a un bloc sensitif qui est bon, donc on arrive à opérer et lui il ressent les co-contractions. Donc on lui explique que c'est pas grave, qu'il peut avoir une petite tension comme une petite crampe, et puis si on lui explique, ça passe. Ouais. Mais effectivement, parfois ce bloc moteur qui n'est pas complet provoque ça. C'est pas impossible d'opérer. Il faut juste le savoir et être habitué. Ça marche. Écoute, je te remercie. Vraiment, merci d'être venu et merci de nous avoir fait progresser sur la connaissance de la chirurgie de l'épaule. Merci beaucoup et puis bonjour à tous. Aujourd'hui avec Léjar, on a décidé de vous parler de l'intérêt de la gestion des cathéters périnerveux d'ALR en ambulatoire de chirurgie, principalement orthopédique mais pas que, et donc cette gestion ambulatoire de ces cathéters périnerveux donc à domicile.
Finalement, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation précise sur les limites et les indications de la pose de ces cathéters pour l'analgésie post-opératoire en ambulatoire. Et c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de présenter quelques études. La première étude est un essai contrôlé randomisé. Une étude qui s'est intéressée à comparer la gestion post-opératoire de chirurgie orthopédique ambulatoire en comparant d'une part la prise en charge par une PCA de morphine et d'autre part par un cathéter périnerveux, soit passé au niveau interscalénique, soit au niveau poplité, parce que tous ces patients recevaient en préopératoire une analgésie ALR par bloc poplité ou périscalénique selon la chirurgie orthopédique réalisée. Et les résultats de cette étude, contrôlée randomisée sur un peu plus de 100 patients, retrouvent que finalement, dans le groupe qui avait un cathéter périnerveux d'ALR, il y avait beaucoup moins de douleurs en post-opératoire, une réhabilitation plus précoce des J1 et moins d'effets évidemment dus au morphinique puisque moins d'utilisation de morphine en post-opératoire, notamment une meilleure qualité de sommeil et moins de nausées et vomissements en post-opératoire. Donc cette étude laissait penser un petit peu que la cathéter périnerveux pourrait avoir une place en post-opératoire de chirurgie ambulatoire. Et ça, c'est d'un point de vue finalement technique et d'efficacité, mais ça ne prend pas en compte le ressenti du patient une fois à domicile avec son cathéter périnerveux. Et c'est pour ça une deuxième étude, cette fois-ci une étude rétrospective réalisée sur 130 patients, s'est intéressée à regarder un petit peu l'opinion des patients sur le retour à domicile avec leur cathéter périnerveux en post-opératoire, toujours de chirurgie principalement orthopédique. Et finalement, les résultats sont très positifs, d'une part en termes de sécurité, puisque près de 97% des patients ont considéré se sentir en sécurité une fois retournés à domicile. La plupart des patients ont considéré qu'un suivi journalier par un appel quotidien du médecin était suffisant pour la gestion en post-opératoire. Et finalement, le passage d'une infirmière tous les jours à domicile n'était pas forcément nécessaire. La plupart des patients étaient aussi à l'aise avec le fait de retirer eux-mêmes leur cathéter en post-opératoire à domicile, avec bien sûr des instructions orales. À noter quand même que 4% des patients auraient préféré retourner à l'hôpital pour le retrait de ce cathéter. Et puis, ça c'est important aussi de le préciser, 35% des patients seulement se sentaient à l'aise avec l'idée de modifier la posologie de leur cathéter périnerveux à domicile. Donc cette étude est plutôt assez intéressante en termes de ressenti du patient et toujours en faveur plutôt de l'introduction à nouveau de ces cathéters périnerveux d'ALR en post-opératoire en ambulatoire. Mais tout ça nécessite forcément toute une organisation bien sûr et puis une logistique tant médicale que paramédicale autour, une fois le retour à domicile effectué. Et ça pose quand même question de se demander est-ce que c'est vraiment nécessaire pour tout type de chirurgie orthopédique ou certains types comme par exemple ce qui est le sujet d'aujourd'hui, l'arthroscopie de l'épaule, peuvent se passer finalement de ce cathéter périnerveux et au fond se dire qu'une ALR avec one shot seulement en préopératoire est suffisant pour le contrôle de ces douleurs. Une troisième étude donc sur ce sujet, une étude prospective publiée en 2006 dans Archive Orthopedic and Trauma Surgery, s'est intéressée justement à évaluer la douleur en post-opératoire pendant les 5 premiers jours de patients qui avaient reçu uniquement un bloc interscalénique en préopératoire d'une chirurgie de l'épaule. Et les résultats de cette étude, en fait, l'idée était de savoir si ces patients étaient suffisamment soulagés avec ce bloc et une analgésie post-opératoire classique par médicament Peros, ou si ça aurait pu être intéressant chez certains patients de réaliser la pose d'un cathéter périnerveux pour mieux prévenir les douleurs post-opératoires. Et les résultats sont assez surprenants puisque finalement, plus de 80% des patients n'ont nécessité que des antalgiques classiques une fois retournés à domicile, que 15% des patients ont présenté des douleurs modérées à sévères les 3 premiers jours post-opératoires, mais finalement parmi ces patients, plus de 97% étaient complètement satisfaits de la prise en charge antalgique classique qu'ils avaient reçue et qui avait été prévue en préopératoire avec eux. Et puis, en fait, moins de 5% des patients ont eu besoin d'appeler leur médecin traitant pour des antalgiques supplémentaires une fois retournés à domicile. Donc cette étude a l'air plutôt d'aller dans le sens de dire que finalement, parfois dans des chirurgies moyennement douloureuses chez des patients avec un terrain assez classique, une anesthésie loco-régionale one shot, comme là, interscalénique, pourrait suffire et finalement peut-être pas se compliquer la vie à mettre un cathéter périnerveux pour le post-opératoire. Mais si maintenant on s'intéresse à des chirurgies peut-être plus douloureuses avec des patients qui sont plus à risque de douleurs comme les douloureux chroniques ou ceux qui pourraient être intolérants au morphinique, on peut se dire que ça pourrait quand même avoir une utilité. Et puis dans ce contexte, il y a une étude, cette fois-ci une revue systématique qui a pris en compte que des essais contrôlés randomisés sur l'intérêt
de la pose de cathéter périnerveux en post-opératoire, a fait une étude un peu plus globale sur plusieurs types de chirurgie. L'idée était de voir, de comparer tout simplement un bloc ALR one-shot vs un bloc ALR one-shot et puis la pose d'un cathéter périnerveux pour le post-opératoire. Et cette étude, qui reprend donc beaucoup d'essais contrôlés randomisés, retrouve quand même d'une part moins de douleur du J1 à J3 chez les patients qui avaient un cathéter périnerveux, d'autre part une moindre consommation de morphinique, et enfin, et ça c'est assez intéressant aussi, c'est un retour plus précoce à domicile avec des critères de sortie de salle de réveil plus rapidement atteints chez les patients qui présentaient un cathéter périnerveux, donc un contrôle de la douleur avec. Donc on peut se dire peut-être que dans certaines chirurgies plus douloureuses, chez les patients qui sont plus à risque de douleur, et chez des patients chez qui on peut prédire une mauvaise tolérance des morphiniques en post-opératoire, ça pourrait être assez intéressant finalement de leur mettre un cathéter périnerveux pour la gestion des douleurs post-op. Mais bon, tout ça entraîne quand même à se dire il y a quand même, toute une logistique autour de ce retour à domicile. Et donc une dernière méta-analyse, une dernière revue systématique que je vais présenter maintenant, s'est intéressée un peu à voir dans les différentes études quels étaient les critères logistiques qui permettaient la meilleure sécurité du patient une fois retourné à domicile avec son cathéter périnerveux dans ces blocs-là. Et donc d'une part, sur la sécurité du cathéter en lui-même, ce qui ressort le plus souvent, c'est effectivement que le pansement prévenait au mieux des infections, de l'écoulement de liquide et puis du retrait accidentel du cathéter non voulu prématurément. Que finalement, la technique de tunnelisation des cathéters est très souvent effectuée dans les centres, mais dans les études contrôlées randomisées apparaît très peu comme préventive d'infection et de retrait accidentel de cathéter. Voilà. Et puis d'autre part que concernant le suivi optimal pour le patient, ce qui est un peu sorti de ces différentes études, c'est d'une part le fait qu'il faut, et c'est ce qui est recommandé actuellement, des recommandations écrites sur le suivi de ce cathéter une fois retourné à domicile, que probablement qu'un appel quotidien du médecin et un passage d'une infirmière 1 à 2 fois par jour est un suivi optimum, et qu'avec ça, probablement que les patients devraient être en sécurité retournés à domicile. Voilà, donc pour conclure sur ce petit topo, probablement qu'il y a une place des cathéters périnerveux en post-opératoire de chirurgie ambulatoire pour la gestion des douleurs, probablement sur des chirurgies douloureuses, chez des patients qui sont plus à risque d'avoir des douleurs intenses en post-opératoire, et puis pour ceux qui probablement auraient une mauvaise tolérance à domicile des morphiniques. Bien. Merci beaucoup. Merci Merci. pour cet éclairage frais sur les cathéters périnerveux en ambulatoire. Effectivement, c'est un sujet qui revient. Là, on s'intéresse de plus en plus à l'analgésie post-opératoire, mais un petit peu plus à distance, savoir un petit peu ce qui se passe chez les gens. C'est des thèmes qui émergent de plus en plus là. Et peut-être qu'on va revenir à ce fameux cathéter qu'on avait complètement abandonné avec les adjuvants. Ouais. Voilà, la suite le dira. Mais en tout cas, effectivement, c'est des modalités intéressantes d'analgésie. Il va falloir potentiellement en remettre un petit peu plus que maintenant. Merci beaucoup. J'invite tout le monde à venir me rejoindre. C'était une émission extrêmement riche. On est un peu en retard. Luc va râler. J'ai pas été aussi efficace que lui pour animer. Moi, j'espère surtout qu'il nous a suivis, je suis sûr. Parce qu'il est en vacances, c'est ça son indisponibilité. Voilà, c'est ça. Il est peut-être en train de nous regarder à la plage. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Je remercie une nouvelle fois Bibrone pour son soutien indéfectible. On se retrouve courant novembre. Ce sera probablement le 17 novembre, a priori. Une émission on reviendra plutôt sur un basique. Là, on était plutôt sur un niveau un petit peu plus expert. On va revenir sur un grand basique, probablement le nerf sciatique. On vous en dira plus. Suivez-nous régulièrement là sur les réseaux sociaux. Vous en saurez plus sur le programme de la prochaine émission. À très bientôt et merci pour tout. Merci pour votre suivi.